Le tsar, le voici au milieu de ses officiers, avec un brassard distinctif. Nous sommes en 1898, et déjà la caméra était là, pour enregistrer ces images des distractions impériales, qui ressemblent à des images d'Épinal, et qui pourtant sont des documents historiques, comme tous ceux qui vont suivre. Le voici encore au bain. Rien ne le distingue des autres. Il est sur le canoë. Le voici enfin en souverain absolu. Tout ce que vous allez voir maintenant se rapporte à l'événement le plus important du siècle par ses conséquences, la Révolution russe, dont c'est le 45e anniversaire. Il ne s'agit ni d'une explication, ni d'un historique, mais d'un témoignage cinématographique au travers de documents inédits qui seront présentés en totalité dans quelques semaines. Janvier 1905, Saint-Pétersbourg. Première révolte dirigée par Trotsky. Première répression sanglante de l'armée. Premier recul du pouvoir qui accorde la création d'un parlement. Cela n'empêche pas la princesse Anastasia de prendre des leçons de patin à roulettes. La révolte est matée, l'armée solide. Le tsar a 4 filles et un fils, le tsarevitch. Mais la succession est fragile. Le tsarevitch est hémophile, la moindre blessure peut lui être mortelle. Seul un homme, Raspoutine, est capable d'arrêter les hémorragies. Cela lui donne un pouvoir extraordinaire et néfaste. 1914. Partout en Europe, on prépare la guerre. À Moscou, où le tsar passe les cosaques de la garde en revue, comme à Berlin, où le Kaiser inspecte ses troupes. Quand on prépare la guerre, elle éclate, c'est ce qui arrive. Ce qui devait être le rouleau compresseur russe, l'armée, subit défaite sur défaite, malgré la présence sur le front de Nicolas II et du grand-duc Michel. Mal dirigés, mal armés, misérables, couverts de parasites, les soldats russes abandonnent les lignes. À Pétrograd, le peuple se soulève. On envoie l'armée pour le mater, mais les deux misères se joignent et s'unissent. L'armée fraternise avec les révoltés, les premiers soviets se forment, unissant les ouvriers et les soldats. La révolution commence. Violente, destructrice comme toutes les révolutions. Symbolique aussi. Les emblèmes impériaux disparaissent, s'accumulent au sol. À leur place, sur Pétrograd, le drapeau rouge flotte. Dans les rues de Pétrograd, il fait très froid, mais les premières manifestations de masse s'organisent, s'amplifient. Et le tsar abdique au profit du tsarevitch. La Russie est sans monarque et sans gouvernement véritable. Le peuple victorieux s'enivre du sentiment de liberté qu'il éprouve pour la première fois. Il libère les prisonniers politiques et parfois même ceux de droit commun, leur faisant jurer que le crime disparaîtra à jamais de leur esprit. Un nom s'impose au peuple, celui de Kerensky, orateur extraordinaire qui devient bientôt l'idole des foules. Mais de Suisse, un train transporte au travers de l'Allemagne Lénine et ses compagnons. Les Allemands, en favorisant son retour en Russie, espèrent le voir désorganiser l'action de Kerensky favorable à la poursuite de la guerre avec l'Allemagne.
Voici le sauf-conduit qui lui fut délivré à lui et à ses compagnons. Dès son arrivée à Petrograd, Lénine, effectivement, déploie une activité débordante contre le gouvernement Kerensky. Trotsky, revenu de son exil aux États-Unis, s'attaque lui aussi à la politique du pouvoir en place. Il fonde la première armée révolutionnaire qui sera plus tard l'armée rouge, composée à la fois d'ouvriers, de soldats et de milices. De son côté, Kornilov, suivi de Kaledine, tente de créer l'armée blanche, l'armée contre-révolutionnaire. La bataille politique menée par Lénine et Trotsky contre Kerensky s'amplifie, prend la forme d'une lutte psychologique qui tourne à l'avantage des deux premiers. L'occupation de l'université de jeunes filles de Smolny marque un tournant de la lutte. D'étudiantes, les jeunes filles deviennent militaires et forment le premier bataillon de femmes. L'offensive allemande de 1917 achève de discréditer le pouvoir de Kerensky. Suivant les mots d'ordre de Lénine, sur le front, les soldats russes fraternisent avec les troupes allemandes, spectacle extraordinaire et jamais vu. Et c'est la paix de Brest-Litovsk. Dans la délégation soviétique, Joffé, Karl Radek, Madame Bitsenko, première femme diplomate, Kamenev et Trotsky, qui ratifient la signature du traité de paix. Pour les Alliés, c'est une trahison. Coûte que coûte, il faut maintenir la Russie dans la guerre. En éliminant les bolcheviks par la force, un contingent international envoyé en Crimée pour soutenir la contre-révolution, voici ses officiers. Lénine et Trotsky se réfugient à Moscou, proclamée capitale de la Russie. Trotsky organise inlassablement l'armée rouge dont les premiers maréchaux sont d'anciens généraux du tsar ralliés. Ekaterinbourg, dernières images de la famille impériale qui sera massacrée par 28 soldats rouges dans cette maison, dans cette pièce. Du côté de la contre-révolution, Dénikine et l'amiral Koltchak rallient à eux soldats, marins et paysans. Paysans qui lui offrent le pain, le sel et les oies vivantes en symbole de leur amitié. L'Église orthodoxe soutient également Koltchak. Mais les exactions de l'armée blanche sont telles qu'elles vont bientôt soulever l'horreur. Les sépultures des églises elles-mêmes ne sont pas respectées. Cette horreur, l'œil impartial de la caméra l'a enregistrée pour nous la restituer. De l'autre côté, Trotsky, inlassablement, organise la défense, puis l'attaque. La lutte devient atroce. Les prisonniers faits par les Blancs sont systématiquement fusillés.
extraordinaire image de ce soldat rouge qui va mourir et qui sourit à la caméra, comme lors d'une photo de famille. À Moscou, c'est la famine. Et il semble que les Rouges vont perdre la partie. La guerre civile la plus terrible se poursuit dans la neige et le froid. Elle durera 4 ans, de 1918 à 1922. Et peut-être est-ce l'implacable férocité des Blancs qui leur auront fait perdre cette guerre en galvanisant les énergies et en poussant au désespoir ceux qui ne pouvaient plus espérer qu'en autre chose que la victoire. Apparaît Boudienny et sa cavalerie. Il sera l'un des artisans de cette victoire, poursuivant sans relâche les troupes blanches en Crimée jusqu'à la mer. Les 14 et 15 novembre 1920, 135 000 hommes s'embarquent sur des navires. Ils ont perdu, ils sont russes, mais ils ne reverront jamais plus leur patrie. En 1922, la victoire est totale pour l'armée rouge. Quand l'Allemand Karl Marx jeta les bases spirituelles de ce qui est devenu le marxisme, il ne pensait certes pas que la Russie en serait le premier terrain d'application. Et quand Lénine se lança dans la bataille, tout porte à penser qu'il ne croyait jamais voir se réaliser cette révolution dans son propre pays. La guerre civile n'était pas encore terminée que les partisans de la révolution mondiale se rassemblaient à Moscou pour créer l'Internationale communiste. Parmi les présents, Zinoviev, le président, l'Allemande Clara Zetkin, l'Hindou Roy, le Japonais Katahama, le président Kalinin, Angelika Balabanov, Karl Radek, l'Italien Serrati, l'Allemand Paul Lévy, le Français Rosner. Les premières bases du communisme mondial étaient lancées et avec elles démarrait une nouvelle lutte qui se poursuit encore aujourd'hui à l'échelon du monde et qui prend sous nos yeux une dimension accrue puisque la conquête du cosmos s'effectue aussi au nom de ce combat. Lénine, vainqueur incontesté de la Révolution après 1922. Il lui reste cependant peu de temps à vivre. Pas assez de temps en tout cas pour éviter que la Révolution russe ne s'incurve vers ce que l'on appellera plus tard le culte de la personnalité. Il meurt le 21 janvier 1924 à 53 ans. Dans quelques semaines, l'Union soviétique va fêter le 45e anniversaire de la Révolution d'octobre. Le peuple soviétique défilera devant le cercueil de verre où repose le corps embaumé de Lénine, près duquel, lors de la veillée funèbre en janvier 1924, ceux qui étaient présents avaient ce visage-là.